Bienvenue. Bienvenue tout le monde. Donc, je me présente rapidement, François-Xavier Blot. Je présenterai l'aspect technique des montagnes ce soir qu'on présente chez Caravanier et je suis accompagné de... Ben, bonjour, moi c'est Mariana. Moi, je travaille pour Caravanier depuis 8 ans. Vous avez compris avec mon accent que je viens d'un pays où ils parlent peut-être espagnol. Ben, je viens du Mexique et justement, mon spécialité chez Caravanier, c'est tous les voyages en Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique, évidemment. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter aujourd'hui un peu des voyages qui ont fait en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Excellent. Donc, techniquement parlant, pour tout le monde, je vous invite à regarder en dessous de votre écran. Vous avez une section chat, donc c'est un échange là, pour plus des commentaires, nous encourager, n'importe quoi. Et il y a aussi une section Q et R, donc questions et réponses. Donc pour toute question, vu qu'on est en mode webinaire ce soir, donc nous, on vous voit pas en fait. On sait que vous êtes là parce qu'il y a un chiffre en bas de notre écran, mais on ne vous voit pas. On ne vous entend pas non plus. Alors, posez-nous vos questions dans Q et R et Mariana y répondra soit à l'écrit ou verbalement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Heureusement, malheureusement, c'est parce que des fois, on a tellement des bons volumes que c'est impossible de voir tout le monde. Ça serait un peu chaotique. Donc, voilà, je pense qu'il y a déjà une question qui est rentrée, Mariana. Alors, sans plus tarder, commençons. Donc, je partage mon écran. Mariana, tu me dis si tu vois une photo. Oui, c'est bon. On Qu'une voit bien seule, la photo. parfait. Merveilleux. Donc, faisons une petite histoire courte. Donc, Caravanier fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc ça nous amène à la fin du 20e siècle, en 1998. Caravanier a toujours une connotation aller des voyages de l'inédit, si vous voulez. Ça s'est souvent exprimé par des expéditions de montagne ou des treks engagés. Des endroits reclus, des endroits qui invitent à l'aventure. Donc, il y a toujours eu ce volet expédition-là. On fait plein de types de voyages. Ce soir, c'est vraiment la haute montagne qu'on vous parle. Mais il faut comprendre qu'il y a tout un passé derrière, une expertise qui émane de toutes ces années, je vous dirais, d'avoir fait voyager plein de gens sur les montagnes de la planète. Donc, moi, aujourd'hui, je suis un humble interlocuteur. Donc, j'ai fait mon parcours, j'en parlerai tout à l'heure. Mais je suis un petit nouveau à l'échelle Caravanier, ça fait même pas 2 ans que je suis là. Mais j'ai quand même un bagage d'à peu près une vingtaine d'années pour justement amener des gens en haute montagne. Et c'est mon expertise avec celle de tous les guides de Caravanier, avec celle de toute l'histoire de Caravanier qui finalement porte fruit et nous amène avec une espèce de version, si vous voulez, 2.0 de la notion d'expédition de la haute montagne, parce que pendant un certain temps, on pensait justement mettre ça un peu en sourdine, laisser ça aller pour aller plus dans des treks qui sont un petit peu plus inédits, originaux, etc. Mais ma mission en intégrant la grande équipe de Caravanier, c'était de remettre ça, si vous voulez, au calendrier, de redonner vie à ça avec tous mes collaborateurs, dont Mariana. Donc, en rouge sur cette carte, on voit les treks ou les ascensions, tout ce qui contient peut contenir de la haute montagne finalement. Donc on voit qu'il y a une bonne concentration dans l'univers Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc Mariana a l'expertise. On a aussi un petit peu en Afrique avec les Rwenzori en Ouganda, le Kilimanjaro bien sûr. Et en Asie, Himalaya, le Mera Peak, donc puisqu'il est en rouge, on le fait actuellement, et des projets projeté en bleu. Donc, ça sera à voir selon les aléas de la politique internationale et de notre volonté perso, de notre plein de raisons. Alors, c'est le topo chez Caravanier de nos voyages de haute montagne. Ce soir, on va particulièrement s'attarder à l'Équateur, au Mexique, à faire un petit clin d'œil à Imani avec la Bolivie, puis aller vers Rose del Salado à Concagua,
Puis je vous inviterai à aller voir ma conférence Méropique que j'ai faite avec Richard Rémy il y a de cela 2 semaines. Donc vous voyez, c'est vraiment ce soir, c'est haute montagne, mais avec l'Amérique en général en priorité. Tu peux dire que Donc, j'étais forcée, t'es torturée pour seulement parler de l'Amérique du... tu m'as pas trop, ça a pas trop fait mal en tout cas. C'est avec plaisir aussi que je partage cette même engouement pour cet immense et joli continent. Donc là, j'avais mis des photos, ça date d'un autre contexte, mais bref, je voulais un peu gagner de la crédibilité dans l'équipe de Caravanier, faut dire, là, parce que bon, on sait qu'il y a des monuments. Alors voilà un petit peu mon topo. Donc je parle pas à travers mon chapeau. J'ai eu l'occasion pendant une dizaine d'années de gérer une autre agence et maintenant j'unis mes forces et mes compétences avec Caravanier. Donc si vous voulez, pour l'instant, je nous considère comme une équipe de All-Stars. Voilà. Je passe ça vite. Donc, 3 formules s'appliquent. On va dire 3 formules et demie quasiment, parce que Ross del Salado qu'on va présenter à la fin, il colle pas tout à fait avec ces 3 formules-là que je vous présente là. C'est-à-dire, d'abord, haute montagne dans le cadre de... On fait des treks, oui. On est basé à des endroits fixes, soit des villages, des camps de base, puis on va rayonner. Donc, si vous voulez, on se déplace, on s'installe, on est au pied d'une montagne ou de 2 montagnes, hop, on fait les sommets. Mais il va y avoir aussi là-dedans toute une connotation culturelle, découverte, qui va venir agrémenter le voyage, puisque, bon, globalement, tous nos treks de montagne, tous nos ascensions ont un volet culturel super important, puisque, bon, ces montagnes-là, c'est des réalités géographiques, mais qu'est-ce qu'il y a autour, qui vit là, c'est quoi la culture, tout ça, ça nous intéresse autant que les sommets, je vous dirais. Dans la deuxième formule, c'est un grand trek, un long trek, ça peut être des fois une semaine, même plus. Dans le cas du Méropique, par exemple, c'est presque 2 semaines, et puis à la fin, on culmine par l'ascension d'un sommet. Donc, si vous voulez, le trek sert d'acclimatation, d'immersion culturelle, et hop, on finit par une grande ascension. Et la dernière formule, c'est, j'appelle ça la montagne assiégée. Donc, la montagne assiégée, pour moi, je le vois un peu comme une forteresse médiévale qu'on essaie de prendre. Donc, il va y avoir différentes stratégies, etc., de la patience, de l'acclimatation, etc. Et puis, pof, on tente ou on réussit le sommet au bout de un long processus. Donc, c'est souvent des montagnes qui sont beaucoup plus hautes. On va entre autres là-dedans insérer la Concagua. Éventuellement, il pourrait y avoir le pic Lénine ou tout autre sommet d'envergure en Himalaya. Donc, c'est cette formule-là. La troisième et demie, c'est Oroz de Salado, je vous en parlais tantôt, où là, on est plus dans un gros road trip à haute altitude. Commençons ce soir avec les volcans mexicains Pueblos Mágicos. Donc, c'est un voyage qu'on a monté avec moi et Mariana. Donc, Mariana, t'en parleras tantôt, mais je pense que tu avais une certaine expertise Mexique pertinente, étant donné ton origine. Donc, ce qu'on a voulu faire là-dedans, pour ceux qui nous connaissent un peu, donc on avait un voyage qui roule beaucoup depuis plusieurs années en Équateur, où l'on faisait les sommets justement de l'avenue des volcans, donc les volcans équatoriens. Et puis, on avait toute une connotation culturelle très puissante, donc on a voulu reprendre ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a monté ça en 2022. Et puis, on est arrivé avec la version première année, donc cuvée toute nouvelle, en fait, en novembre dernier. Et puis là, on a pris les moments forts, on a coupé les moments moins forts, puis on est arrivé avec une version 2023 améliorée, vraiment. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Donc, tout ça commence en fait, on commence et on repart de Mexico. Donc, c'est un vol direct, souvent, qui nous amène dans la capitale de ce beau pays. Une des plus grandes villes du monde. Hein. C'est à peu près 25 millions d'habitants si on ratisse large dans la grande région. Donc, c'est une forme de premier choc culturel, si vous voulez. Et donc, on dit Pueblos Mágicos. Pueblo, si on veut faire une traduction, ça serait village, hein, ou petite communauté. On s'entend que là, ça s'applique moins
pour Mexico, mais dans Mexico, il y a un ensemble de quartiers. Il y a un ensemble, en fait, si vous voulez, c'est une grande collectivité de pueblos mágicos, et on s'est attardé particulièrement au quartier de Coyoacán. On va en parler un peu plus tard. Donc, dans chaque destination urbaine, on s'arrête dans une petite ambiance, si vous voulez. C'est ça qu'on va justement essayer de rendre magique. On va aussi vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, sur place, c'est une formule, si vous voulez, road trip dans une certaine perspective, puisqu'on va avoir un véhicule qui va nous déplacer un peu partout pour relier les sommets. Donc, on va en viser 3 dans le cadre de ce voyage-là. Donc, tout d'abord le Toluca, le Iztaccíhuatl et le Pico de Orizaba. Il va y avoir des traits d'acclimatation aussi. Donc, on part vraiment, là, si vous voulez, on est autonome avec notre van chauffeur guide. Et puis, on va rayonner la grande région de Mexico, si vous voulez, parce que tout ça se trouve à peu près dans la couronne sud de la capitale. On va avoir, lorsqu'on va être dans les montagnes, des équipes locales, donc des guides certifiés en haute montagne, ou en montagne tout court, qui vont assurer des ratios serrés d'encadrement technique pour les 3 sommets. Donc, on les voit globalement ici. On peut nous reconnaître aussi, là, on revenait à l'instant du Pico de Orizaba. C'était quelques heures après le sommet. Donc, on avait encore des gueules relativement fraîches, mais c'était à la fin du voyage. Il y avait des beaux sourires. Encore. Donc, voilà. Mariana, El Ajusco, non? Ça s'appelle comme ça? Oui, Ajusco. El Ajusco, ouais. Donc, ça, c'est une petite découverte. En fait, peut-être parle-nous-en, Mariana, je te lance une balle non prévue comme ça. Parce que tu connais Oui. plus, puis il y a une référence historique avec toi. Ben, justement, quand on a commencé à faire les voyages ensemble, lui, il avait quelques idées, j'avais d'autres idées. Puis, la Cusco, c'est les parcs, un des parcs les plus proches de la grande ville. Donc, quand tu veux prendre un peu l'air, puis aller dans la nature, c'est là que les gens font la randonnée. Donc, je voulais forcément inviter les voyageurs avec moi à venir découvrir cette petit parc qui est finalement assez grand puis assez proche de la ville. Donc, d'ici, on voit très bien dans la photo, on a quand même des belles points de vue quand tout s'est dégagé. On arrive à voir justement déjà les Iztaccíhuatl, donc tous les grands volcans qu'on va grimper. Puis ça nous fait justement avoir une bonne acclimatation, tranquillement commencer à dire à notre corps qu'on va bouger, puis qu'à cette altitude, ben, les corps commencent à se mettre à travail rapidement. Donc, c'est un trait quand même, c'est une ascension quand même facile. Il y a une toute petite partie un peu technique. Là, on peut voir, c'est pour ça qu'on porte les casques, mais sinon, c'est vraiment une bonne mise en jambe pour les voyages, puis aussi une bonne façon de commencer à créer une petite ambiance groupe. Au Mexique, autour de la ville de Mexique, on a justement plusieurs volcans. Puis dans chaque volcan, on a des petites kiosques avec des quesadillas, de la nourriture typique de l'endroit. Donc, on a l'opportunité justement après la randonnée de descendre puis déguster la bonne nourriture mexicaine. Donc, ça fait énormément partie aussi du voyage. Puis, on a fait exprès aussi quand on a pu, puis là, on va faire encore plus exprès pour arriver dans les montagnes entre semaines pour éviter encore la foule. Donc, on essaie justement de découvrir plusieurs parcs, plusieurs volcans. Puis la Cusco, ça en fait partie. Donc, c'est notre première ascension qu'on fait, notre première randonnée de son aller-retour assez facile, une demi-journée avant de commencer à prendre les voitures. Donc, l'idée, c'est oui, il va y avoir des journées avec un peu plus de transport, mais on va voir toujours, c'est quand même, ça reste qu'à tous les jours qu'on peut, on va bouger, puis on laisse la voiture les plus qu'on peut. Mais pour se déplacer, on n'a pas le choix. Il faut des fois traverser des grandes villes, donc avec le trafic. Mais en général, on profite bien aussi de la nature, puis des pueblos mágicos, comme François vient nous expliquer. Donc là, on est dans le musée Frida Kahlo.
C'est le quartier Coyoacán à la ville de Mexico, c'est connu parce que l'artiste habitait là-bas. Donc, quand on fait les Pueblos Mágicos, j'essaie surtout de donner beaucoup de parties culturelles, de partager justement ma culture. Puis, pas justement la culture, on essaie aussi de vous faire découvrir la gastronomie de chaque région aussi. Donc là, je t'amène, Marina, je sais que tu n'as pas vu les photos, mais je t'amène dans l'ambiance des Pueblos Mágicos. Donc, je vais t'inviter à jazzer sur les images, OK, puis je vais les passer. Donc, Ouais. on Donc, y a ça. Pueblos Mágicos, ça veut dire des petits villages magiques. Donc, il y a plusieurs dans la ville. En fait, il y a plusieurs en Mexique. On a choisi quelques-uns qui, justement, faisaient du sens dans notre trajet. Donc, chaque Pueblo Mágico, il y a une petite église et il y a surtout des randonnées autour. Il y a, là, on voit Tepoztlán, qui c'est aussi un des premiers qu'on visite. Donc, il y a énormément, c'est connu pour l'artisanat, c'est connu justement pour avoir beaucoup de petits restaurants pour son marché. Donc, c'est pas juste le marché d'artisanat, il y a un marché très coloré. Donc, chaque Pueblo Mágico a une particularité pour laquelle a été nommé Pueblo Mágico, mais ça nous permet aussi de tranquillement commencer à comprendre mieux l'histoire, à comprendre mieux la culture. Dans chaque Pueblo Mágico, il y a des légendes aussi. Et c'est très coloré. C'est facile à prendre de belles photos dans nos Pueblo Mágico. Il y a une subvention du gouvernement justement pour que toutes les façades historiques restent quand même bien entretenues. Donc, c'est vraiment très coloré, très, très joli. C'est complètement sécuritaire. On peut se balader sans problème. Souvent, c'est même des fois, il y a des endroits où les voitures ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est vraiment piétonnel. Donc, ça nous fait vraiment découvrir le Mexique profond d'une façon différente. Donc, souvent, c'est des pueblos qui ne sont pas si connus, que s'ils sont connus, c'est difficile d'accès comme un premier touriste qui arrive juste à la ville de Mexico. Donc, ça vous permet aussi de voir ça. Puis, ça nous permet de pas juste aller faire la découverte touristique, mais ça nous permet vraiment, tous sont situés dans des endroits stratégiques qui nous permettent de faire des belles randonnées ou qui nous permettent de s'approcher en journée et on va être là justement pour l'acclimatation ou proche d'entre 12 ascensions. Donc, c'est vraiment le confort parce que tous les villages magiques, les pueblos mágicos ont des hôtels ou des restaurants. Donc, ça nous permet aussi d'avoir ce confort qu'on voulait donner, cette touche qu'on voulait donner à ces voyages. Donc, beaucoup d'efforts parce que les volcans, François Servet va vous expliquer un peu plus, on demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts, vraiment à longue durée. Mais après, on revient, puis regardez, on est dans un endroit quand même très joli, très sympa, avec un bon restaurant pour déguster une bonne souper, un hôtel aussi charmant où on va bien dormir, bien se reposer. Puis on se sent vraiment, on a le goût de se balader dans les petites rues. Il y a la plupart aussi, j'ai oublié de dire, mais il y a des vestiges archéologiques. Donc, c'est vraiment une partie très intéressante, très historique. Ça nous permet de voir, là, on voit un site qui représente où les Aztèques, justement, les guerriers aztèques, c'était là qui avaient comme l'honneur de devenir c'est l'élite des guerriers aztèques qui allaient là pour s'initier ou à la fin d'une guerre pour se reposer. Donc, on a tout un aspect historique à part de l'aspect culturel. Là, pour se rendre là, c'est vraiment à pied, on marche. Donc, on ne se repose pas beaucoup. En parlant de guerriers aztèques, on en a eu des guerriers aztèques. Donc, comme côté climat, ben, on voit dans les photos pendant qu'on est dans le Pueblos Mágicos, souvent on descend. Donc, la température est quand même aussi assez agréable. Là, on est en novembre, fin novembre. Bon, en fait, on est décembre, début décembre. Puis Ouais. vous voyez, pendant qu'on est dans les Pueblos Mágicos, on descend beaucoup d'altitude. Donc, la température est vraiment agréable. On peut vraiment être en T-shirt sans problème avec une bonne casquette. Là, après, on verra sûrement des photos dans les volcans. Et oui, au Mexique, on peut avoir froid. Et oui, au Mexique, il y a la neige.
Oui, puis ça surprend quand même bien des gens, ces contrastes-là. Donc, moi, je trouve que ce qui nous a marqué un petit peu dans le dernier voyage, c'était justement, et ça, c'est matière à réflexion, c'est ce contraste-là. Ça peut être riche en contraste par le fait que justement, il y a un volet culturel, un volet, on va dire, naturel très fort, mais c'était aussi de faire les transitions psychologiques, physiques entre le confort, l'abondance des pueblos magicaux, le charme, etc. Puis après ça, l'intensité des volcans. Donc oui, c'est un ressourcement d'être dans les pueblos, mais en même temps, c'est un changement d'ambiance, si vous voulez, c'est un changement de mood qui, des fois, peut surprendre. Donc, c'est un petit warning, là, un petit avertissement que je lance ici. Donc, premier sommet, si vous voulez, dans notre trilogie volcanique là-bas, eh bien, c'est le sommet du volcan de Toluca, qui se situe à l'ouest, en fait, à l'ouest de Mexico, au sud-ouest de Mexico. C'est donc un sommet qui culmine à 4690 mètres qu'on voit ici et qui constitue d'une immense caldeira, si vous voulez, une caldeira un peu explosée, dans laquelle il va y avoir deux superbes lagunes, la lagune du Soleil et la lagune de la Lune. Vous voyez un peu toujours ce contraste-là, si vous voulez, très thématique, très animiste, si on veut, à une certaine époque des civilisations précolombiennes. Donc, un petit sommet comme ça, un petit sommet à l'échelle du pays, je parle bien, parce qu'il faut vraiment pas le prendre à la légère, celui-là. C'est le premier dans lequel on va vraiment s'investir physiquement, mais c'est un premier aussi qui surprend, puisque techniquement, il est engagé. C'est-à-dire que pour certains qui ont un peu de vertige, vous allez voir certaines images, c'est vertigineux. Mais en aucun temps c'est complexe, en aucun temps c'est des chutes à risque, etc. Donc il y a un encadrement très solide par rapport à ça. Je vous dirais que même certains ont réalisé qu'ils pouvaient dépasser justement leur capacité ou leurs anticipations par rapport à ça. Donc on est vraiment à la limite, là, je voudrais, d'un engagement psychologique, mais qui fait en sorte que ça nous donne des points de vue et des ambiances vraiment hallucinantes. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur. J'avais fait quelques reprises des séjours au Mexique pour les volcans, mais jamais la Toluca. Et vraiment un coup de cœur cette année, entre autres par l'itinéraire qu'on prend, où on fait une boucle. Et cette boucle nous mène sur des crêtes comme ça, avec des vues très ouvertes sur 360 degrés, et nous amène aussi sur des sections un petit peu plus techniques qu'on va appeler en anglais du scrambling. Donc, on va utiliser les mains et dans certaines sections, dans une ou deux sections, un petit peu plus loin vers le sommet, on va avoir vraiment besoin de l'assistance technique de nos guides mexicains, donc certifiés pour le faire. Donc, ils vont nous fixer des cordes, si vous voulez, pour sécuriser notre progression. Donc, on peut imaginer ça un peu comme une via ferrata, si vous voulez, ou un arbre en arbre sur des roches. Donc, une ligne fixe. Donc, on va fournir les harnais avec les systèmes de mousqueton et de sangle pour progresser. Photo quand même vertigineuse, mais qui en réalité en Mariana, c'était moins que ça. C'est juste que j'ai donné un angle, pardon. Mais bon, bref, ça reste que si on regarde vers le bas, ça donne ça. Alors, c'est trillant, c'est énervant, on flirte un peu avec notre zone d'inconfort, si je peux dire, mais gros plaisir en top ici. Voilà, le sommet de ce volcan est à peu près grand comme mon bureau ici, c'est-à-dire tout petit. Longue descente vers la Laguna del Sol et on regagne tranquillement la ville, si vous voulez. Donc c'est vraiment une immersion comme ça, 24 heures sur un volcan, dans un paysage lunaire ou presque. Et puis ça sera notre premier jour, on va dire, d'ascension avec acclimatation significative. Voilà. Donc, là, je vous parle pas de toutes l'intensité que ça peut déployer, c'est environ 7 heures de marche, c'est quand même quelque chose. On s'en remet puisqu'on revient dans une situation de confort, de transition, avant de se rendre vers notre second projet qui est l'Istasiwal. Dis-moi donc comment on prononce ça comme faux, là, Ben, Mariana. tu peux faire en diminutif, puis je dis Ista. Ah oui. Lista. C'est L plus simple. apostrophe IZTA, donc Lista Siwalt, Lista. Donc Lista, c'est quand même un des 5000 mètres du Mexique. Hein. Il y en a quelques-uns. Popocatépetl, son voisin d'en face. Il y a lui, il y a le Pico d'Orizaba. Donc Lista Siwalt, sa particularité, si vous voulez, c'est d'être un immense massif.
Hein, donc, Mariana, je te lance la balle par rapport à la signification. On le voit moins bien ici, là, de la silhouette, mais Ben, pour nous, au Mexique, les Mexicains, on voit cette massif des montagnes comme une femme qui est allongée, qui dort. Puis la légende, c'est que c'est une femme qui est décédée pour l'amour. Ben, il faut venir au Mexique avec moi pour que je vous raconte les tout. Là, je fais une oui. version très courte. Donc, et son voisin, donc les Popocatépetl qui est juste en face, ça représente son grand amour. Puis lui, il est en genoux, puis là, il regarde, puis ben, il est assis, donc pour nous, c'est une entité féminine. Puis elle est allongée, donc nous, l'ascension, on va vers ses genoux. Puis ben, ses genoux sont un peu comme ça, donc un peu inclinés, donc on va par là. Puis après, on descend, on marche dans les ventres de la femme où il y a les glaciers. Puis après, on monte vers ses seins, qui c'est la partie plus culminante, la partie plus haute. Donc, c'est ça, on marche dans les silhouettes d'une femme. C'est, c'est charmant quand même. Donc, vous avez vu quelques photos techniques un peu campement. Donc, oui, on monte un campement à la base, pas à la base, mais en tout cas assez bien placé justement au pied du genou, de la rodilla, de cette montagne. Donc, c'est des photos prises de jour, mais éventuellement, vous savez que à partir de là, on monte de nuit. Donc, Iztaccíhuatl et Pico de Orizaba pour tout ce qui est en jeu de sécurité par rapport à disons, le réchauffement solaire durant le jour, eh bien, pour éviter justement les chutes de roches, les glissements de neige et autres, on essaie de partir très tôt. Donc, c'est souvent des départs à 1 heure du matin. Donc, un réveil en conséquence. Donc, peu de sommeil, si on peut dire. Mais donc, parce que des fois, on propose des alternatives aux gens qui veulent pas tout faire les sommets. Donc, on fait un trek de jour. C'est ce que j'avais fait pendant que Mariana faisait le sommet. Moi, j'ai proposé un trek comme ça. On va chercher des points de vue, entre autres sur son amoureux, le Popocatépetl, qui est juste en face, qui est un superbe volcan conique, là. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir un peu l'ambiance, mais c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on verrait si on avait des yeux de chat. Donc, l'ascension elle-même, on va monter comme ça le long de cette silhouette féminine pour arriver sur son sommet, mais c'est pas tout à fait sur son massif sommital. Mais après ça, ce qui est l'enjeu, je vous dirais, de difficulté, c'est cette longue progression sur le massif sommital. Si vous avez des bons yeux, on peut voir un peu la trace, évidemment. On peut voir aussi les autres marcheurs un peu plus loin. Donc, t'atteins une crête, t'atteins un sommet, c'est pas tout à fait le vrai, faut redescendre pour aller un peu plus haut et ainsi de suite. À peu près 4 faux sommets comme ça. Donc l'enjeu de difficulté sur cette montagne-là, c'est l'endurance. C'est l'endurance mentale et physique, je vous dirais. Donc si je continue en image, vous voyez toute cette crête-là qui est, au dire de certains qui se sont rendus jusqu'en haut, elle est interminable. Puis une fois que tu arrives en haut, ben là, faut que tu reviennes. Donc, tu sais, de faire des descentes et remonter quand ton objectif c'est le sommet, c'est bon. Mais quand tu es rendu à redescendre, mais pour dans ton mindset de redescendre, il faut que tu remontes. Là, ça prend un moral d'acier. Et je vous dirais que l'Istacywalt, on peut vraiment le mettre dans la catégorie moral d'acier, puisque en faire l'aller-retour tourne autour de 10 à 12 heures. Donc, c'est énorme. Donc, il faut comprendre. Donc, dans notre groupe ici, là, vous voyez, il y avait des gens qui se sont rendus au sommet, il y avait toute la gang ici. On avait un gros groupe plein là, l'année passée, en novembre. C'est que Ista, on propose des alternatives aussi. Donc, on est toujours très malléable selon le momentum du groupe. Et ça, il faut quand même retenir que dans cette catégorie de voyage de haute montagne, les sommets, c'est une chose, mais il y a bien d'autres affaires qui sont importantes autour, puis on s'adapte à vous. Voilà, dernier objectif de ce voyage, c'est le Pico d'Orizaba. Donc, le Pico d'Orizaba, c'est 5638 mètres. C'est le point culminant du pays. Donc, c'est le troisième sommet aussi d'Amérique du Nord. C'est pas banal. C'est un très beau cône volcanique. Il y a un glacier qui survit encore. Donc, on a vu un peu des plaques glaciaires ou des névés sur le Iztaccíhuatl. Mais là, il y a littéralement un glacier. Donc, pour cette latitude-là, c'est impressionnant. Et donc, même chose, même esprit, on va s'établir un camp de base, si vous voulez, qui est à côté du refuge officiel. On met nos tentes
L'équipement complet est fourni, hein. On a tente, matelas de sol, tout l'équipement de cuisine, tente commune, table, chaise, etc., etc. On essaie de mettre du confort. Si on a accès, on squatte la cuisine parce que nous, guides, on va vous donner une expérience montagne qui va aussi dans le sens du renforcement. Donc, l'aspect culinaire. Bon, est-ce que ce seront des bonnes photos pour rehausser l'aspect culinaire? Peut-être pas, mais c'est pas grave. OK. L'important, c'est de savoir que je pense humblement qu'on mange bien dans ce OK, on va voyage-là. manger tout court. Oui, mais ça, c'est l'objectif numéro un. Après ça, manger bien, c'est l'objectif numéro deux. Mais pour qu'on mange, il faut que ça a l'air bon. Fait que ça, on travaille très fort là-dessus. On veut manger frais parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux de conservation des aliments, étant donné que nos séjours en montagne durent 2 jours à peu près. Donc, on a des glacières. Il fait globalement froid, frais. Donc, ça, c'est quand même un volet très important. On fait participer le monde parce que sur des voyages de même, tu sais, si t'es trop en mode passif, j'attends que les choses se passent, des fois, mentalement, tu te poses trop de questions. Donc, on fait participer les gens, ça aide à l'acclimatation, ça aide à l'ambiance commune. Ce sont des voyages participatifs, en tout cas là, en Équateur, ben, tout ce qu'on va présenter dans le cadre de la haute montagne, peut-être un peu moins au Népal parce qu'on a des grosses équipes, mais vraiment, on aime ce volet-là, puis je pense que les gens aiment ça, saisir tout l'enjeu logistique de ça. Donc, nous, on vous ouvre la porte à cela. Puis, on se crée des petites ambiances de même à minuit le soir, juste avant de partir pour les sommets. Donc, quand je dis les sommets, Ista que j'ai montré, et Pico. C'est les photos de mon iPhone, Mariana, que j'ai un petit peu travaillé, où on voit, il y en avait une super lune, hein. Je sais pas si c'était la pleine lune, mais pas loin, donc on a quasiment l'impression que c'est le soleil, mais non, c'est la lune, donc on n'a presque pas besoin de frontal. On voit tous les villages, les villes au loin, le Pico est au milieu de tout ça, hein. Et c'est une ascension qui commence à 1 heure du matin pour arriver vers le sommet autour de 7 à 8 heures. Donc je vous laisse faire les mathématiques. Le sommet, donc c'est un cratère volcanique. J'ai pas la photo exacte du cratère, mais on le contourne, on le voit, c'est super impressionnant. Et c'est surtout aussi l'ambiance 360 degrés qui est saisissante. Et ici, petite photo topo où on est dans les derniers mètres avant d'arriver au sommet. Puis, tu sais, quand on dit que c'est des voyages c'est des voyages initiatifs là, à la haute montagne, le Mexique, l'Équateur, là. Donc, souvent, c'est des gens qui ont peu ou pas beaucoup d'expérience concrètement dans le domaine alpiniste, si vous voulez, ou dans le domaine haute montagne, mais qui ont des backgrounds de bons randonneurs, qui sont des aventuriers dans l'âme, etc. Donc, des fois, ça fait des moments forts. Souvent des moments forts qu'on vit avec des gens un peu plus néophytes, puis ça, on ouvre la porte beaucoup à ça, parce qu'après ça, c'est le tremplin vers aller plus haut. Donc, j'ai une petite vidéo de 45 secondes avec du bon vent dans les oreilles. Donc, cette dame, c'était la première fois qu'elle atteignait un sommet, si vous voulez. Elle a fait plein d'autres affaires. Donc, entre autres, traverser l'Atlantique en voile, en voilier, là, mais bon. Ce qui est pas banal non plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça. À un moment donné, quand tu as de la détermination, de la volonté, on vous met dans un cadre sécuritaire. Ça, c'est bon pour tous les voyages de montagne, là. Ben, on vit ces moments-là qui sont un petit peu difficiles à décrire. Peut-être que là, ça parle à la place. Mais souvent, c'est une symbolique géographique, un sommet. Ça représente plein de sens que nous, on veut se donner. Donc, voilà, je trouve que ces moments-là sont forts. C'est vraiment la raison pourquoi je fais encore ça aujourd'hui. C'est pour partager cette intensité-là. Donc voilà, oups. Donc cette année, Pico de Rizaba, on avait une majorité du groupe qui s'est rendu. Et comme tout sommet, il faut jamais oublier qu'il faut descendre jusqu'en bas pour avoir son objectif réalisé. Hein, parce que c'est long des fois de descendre. Tu sais. Voilà, et Mariana, je te remets un peu dans l'ambiance. On est où donc? On revient à la fin, cuisine, etc. Donc à la fin du voyage. On est à Coatepec peut-être? Coatepec, c'est ça, exact. Donc, ben, c'est ça. On veut, comme au début on disait, on veut vraiment
entre chaque montagne. Puis justement, pour la fin, il faut revenir tranquillement à une autre réalité, la réalité que c'est la fin, puis qu'on doit prendre l'avion. Donc, on essayait de pas nous rendre tout de suite à l'aéroport. On a mis 1 ou 2 jours de plus avec un Pueblo Mágico à découvrir. On est complètement dans notre ambiance. Là, on est beaucoup plus bas, une ambiance presque tropicale, une région qui est connue pour les cafés, la gastronomie. Donc, on a fait plein de petits surprises aussi pendant le voyage. On a fait une piñata parce que pour moi, c'est important de célébrer la piñata en décembre. Il y a toute une signification pourquoi on fait une piñata, puis pourquoi en décembre. Donc, on réveille l'enfant de nous. Puis on a fait des ateliers de cuisine, on a fait une dégustation de café, on était allé manger en bon restaurant pour déguster aussi du vin mexicain. Donc, c'est vraiment, on fait en sorte dans chaque voyage, puis surtout un voyage comme au Mexique, qui nous permet de faire des petites surprises sur des petits moments qui c'est comme difficile à vivre dans une expérience de haute montagne où c'est carrément l'expédition. Donc, c'est un petit point fort. On a fini aussi on parlait qu'il y avait comme un volet un peu historique. Donc, on a visité le site de Teotihuacan où on a fini le voyage dans cette site qui, pour moi aussi, ça représentait un peu une bonne fin du voyage pour nous rappeler aussi où on était, puis pourquoi toute cette montagne, tous ces noms un peu bizarres comme Iztaccíhuatl, ça vient d'où? Mais ça vient des Aztèques. C'est clair. Merci, merci. Donc, prochain départ, on est 24 novembre, donc on fait un copier-coller de cette année. Et on fait qu'un départ parce que c'est beaucoup de logistique pour nous. On fait à peu près tout par nous-mêmes. On n'a pas d'intermédiaire. Donc, Mariana va vraiment faire le rôle, si vous voulez, de chef d'orchestre de ce voyage-là. Elle le fait super bien, puis elle transmet super, je vous le dis peut-être de façon plus objective, là, ou subjective, ouais, par rapport à ta capacité de transmettre ta culture. Donc, ça, pour moi, ça a été... parce que moi, c'était plus le volet technique, un peu bouffe, mais transmettre ta culture à travers cet angle-là de la montagne, puis des Pueblo Mágicos. Donc, pour moi, ça a été un super souvenir. Donc voilà. Merci. Et on a une question, peut-être que de ça Linda. vient de... Oui, c'est ça, peut-être on pourrait la partager, puis peut-être on pourrait répondre. Si on compare Mélapic, ceux qui ont fait Mélapic, est-ce que Orizaba est plus difficile? Donc, Linda, salut. Je te salue. Donc, si on compare Mera, non. Un peu plus pentu, le Pico d'Orizaba. Donc, le Mera, ce soir, j'en parlerai pas parce que j'en ai parlé dans une conférence précédente. Je vous invite sur la page YouTube de Caravanier. Je mets plein de photos, plein de détails, puis je trouvais que on avait trop de projets, ça aurait été une très longue soirée. Mais faut savoir, le Orizaba est un petit peu plus pentu en angle. Par contre, un terrain, étant donné que son glacier, malheureusement, est en train de mourir, si vous voulez, il est de moins en moins épais, moins en moins de mouvement, donc moins en moins de crevasses. Donc, objectivement, il est peut-être plus très similaire en termes de sécurité, si vous voulez. Là. Donc, très faible risque d'avalanche, pas beaucoup de crevasses. En tout cas, je n'ai pas vu moi-même, je pense, cette année. Donc, je vous dirais qu'il est à peu près dans la même gamme technique. Donc, vraiment, là, c'est initiatif. Là. Donc, on vous fait une formation avant le départ. Même chose pour tout, là. Tout ce qu'on présente ce soir. On a toujours une journée complète inclue dans le forfait où on passe à travers toutes les techniques. On prête l'équipement, etc. On le loue, là, peu importe. Mais on rentre dans toutes ces technicalités-là. Puis il faut comprendre que, en tout cas, Mexique, Méropic, c'est vraiment des voyages introductifs au niveau technique de l'alpinisme. Donc, on va tomber dans l'équateur, là, puis l'équateur, c'est peut-être une petite affaire plus. Ça reste quand même initiatif, mais c'est des terrains peut-être un petit peu plus complexes que Orizaba et Méropic. Donc voilà, n'hésitez pas pour continuer à nous poser des questions, c'est pertinent. Donc l'idée aussi, c'est de comparer tout ça. On va essayer de faire un topo, mais on va essayer de saisir par rapport aux autres comment se situer là-dedans. Voilà. Donc je me prends 13 secondes de pause. On va parler maintenant Équateur. Donc,
Équateur, peut-être, Mariana, peut Ouais. faire une petite historique de cette destination. Oui, bien sûr. Donc, l'Équateur, ben là, le Mexique, il y a Mariana. L'Équateur, on a Ivan. Ivan, en fait, c'est aussi, on est très fiers de collaborer avec Ivan. C'est notre guide, mais c'est aussi le chef d'orchestre de tous nos voyages en Équateur. Un grand passionné, super professionnel, une personne vraiment, une belle personne à découvrir. Puis il nous fait découvrir son pays vraiment d'une façon qu'on ne pourrait pas imaginer. Alors, il y a tout un volet aussi historique, un volet gastronomique même, un peu de café. Il est passionné du café, donc sûrement, il va vous parler beaucoup, beaucoup du café. Puis, surtout aussi avec l'Équateur, c'est quand même plus petit que le Mexique, très divers. C'est beaucoup plus facile de même changer d'un écosystème à l'autre. L'aspect de l'Équateur, de notre voyage en Équateur, ça nous permet d'avoir vraiment une bonne acclimatation dans le nord, après aller plus dans le sud. Donc, ça nous permet d'avoir une belle aperçu du pays dans une courte durée, parce que pour 15 jours, on visite quand même beaucoup. Mais ça nous permet d'avoir une bonne semaine d'acclimatation où, oui, on va faire beaucoup de randonnées, mais on va découvrir beaucoup le pays. Donc, on fait des belles randonnées, des courtes randonnées, longues randonnées. On va en premier dans les lacs de Quicocha, comme on voit, on arrive à Quito, on part tout de suite à Otavalo. On essaie toujours comme si on peut s'éloigner des grandes villes parce que dans l'itinéraire ou dans la formule nous permettent, on va les faire. Puis là, c'est parfait dans l'Équateur. Donc, on reste à Quito, on va tout de suite à Otavalo. Là, Otavalo, plus folklorique, il y a un beau marché, on va visiter le marché d'artisanat, on va acheter les dernières choses qu'on a oubliées. Hop, tout de suite après, on va pouvoir faire la belle randonnée autour de la lagune de Quicocha, commencer l'acclimatation. Pas trop loin, on va aller justement encore marcher dans le Fuya-Fuya. Encore une fois, là, c'est un autre écosystème, c'est le Paramo qui a une importance écologique, puis c'est très intéressant, c'est très typique des Andes. Donc, on va les trouver au Pérou, en Équateur, Bolivie, Colombie. Puis là, on va vraiment passer toute une journée à découvrir cet écosystème avec Ivan. Ça nous permet encore une fois de mettre un peu l'acclimatation à l'avant, commencer à bouger, à voir comment notre corps réagit à l'altitude. Pas technique du tout, on voit bien, c'est juste un bâton des marches. Donc, ça reste vraiment des belles découvertes avec une bonne randonnée. Puis visiter cet écosystème qui est assez unique, les Paramos dans la région de l'Équateur. Euh, Pas trop loin de cet endroit, il y a la communauté San Clemente. Puis San Clemente, en fait, ça nous permet d'avoir une culture, une approche à la culture la culture des autochtones, la culture andine de l'Équateur. On va super bien manger. On a une belle approche avec une famille qui habite là, on voit Manuel, justement. Lui, il est super généreux, il nous partage beaucoup de ses cultures, de ses traditions. C'est là qu'on dit qu'on dort chez l'habitant, mais en fait, c'est que chaque famille de la communauté a construit des petites cabanes. Donc, on va dormir à la cabane, mais on va vraiment passer du temps avec la communauté. On mange des mets typiques de la région. C'est beaucoup d'agriculture, donc on va manger souvent qu'est-ce qui vient de récolter du jardin et un petit sentier pour nous faire découvrir des plantes médicinales. Donc, c'est vraiment un aspect très culturel et très intéressant du voyage. Puis surtout, San Clemente est super bien placé pour aller faire l'ascension d'un volcan que j'aime beaucoup qui s'appelle Imbabura. Donc là, Imbabura, ça me fait penser un peu justement peut-être à la Cusco, Toluca, mais c'est quand même une bonne journée de randonnée. Là, c'est un volcan, donc vraiment l'intention, c'est de faire les sommets puis revenir. On est en bonne 8-9 heures de randonnée. On est dans la dernière partie, c'est un peu technique encore, très rocheux. Voilà. Très, très rocheux. Encore une fois, c'est un peu, on utilise notre main, on fait attention, mais ça ne dure pas beaucoup. Ça peut être vertigineux, oui. Il peut y avoir les gens qui ont des vrais vertiges, peut-être qui peuvent nous attendre juste en bas, mais c'est complètement faisable. Là, on est un peu plus haut, puis l'endroit où on est, des fois, il peut y avoir un peu de brume, mais si on a une belle, justement, on a des belles conditions
position, on peut voir, encore une fois, on peut voir des belles volcans, des volcans qu'on va faire par la suite. Donc, c'est super intéressant comme montagne. Une bonne 1000 mètres de dénivelé, mais pour moi, c'était un des plus belles randonnées que j'avais faites en Équateur. J'aime beaucoup cette volcan. Puis, on fait des allers-retours. Dans l'idée aussi de ce voyage, un peu dans le même principe qu'en Mexique. Donc, on dort vraiment en auberge. On a toujours la possibilité de descendre. Donc, on monte, mais on descend. Donc, pour l'acclimatation, c'est parfait. Puis, on peut savoir qu'on va arriver, puis on va avoir une douche chaude, on va avoir un bon repas, il nous attend un bon lit. Donc, c'est vraiment, dans ces voyages, on a juste 2 nuits de camping et on essaie de dormir 2 nuits consécutives dans chaque hébergement, justement pour ne pas être tout le temps dans notre bagage, tout le temps en train de se déplacer. Donc, ça aide beaucoup aussi s'il y a des journées qui ont fait un peu plus de transport, c'est pas au moins à tous les jours. Puis l'Équateur, ça nous permet justement d'avoir des bonnes distances sans avoir trop de transport à faire. Je ne sais pas c'est quelle la suivante. La suivante. KMB, mais t'es très bonne de ne pas voir le diaporama finalement. Donc je prends la balle au bon pour le volet peut-être montagne ici en Équateur. Donc on vise pour 2023 2 sommets en particulier, le KMB et le Chimborazo. Donc on va vous expliquer bientôt pourquoi ces 2 choix. D'abord le KMB, puisque bon, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'avenue des volcans. Il y a dans la région de Quito, justement, puis au nord, puis un peu au sud, Baños, entre autres, en fait, une série de volcans. Donc, c'est une zone d'activité volcanique. Il y a 10 sommets qui vont culminer au-delà de 5000 mètres. Et il y en a quelques-uns là-dedans qui sont intéressants techniquement dans la perspective où ils sont accessibles. Entre autres, le KMB. Donc, à 5790 mètres, c'est pas banal et c'est une très belle montagne au niveau esthétique et elle domine la région. Donc, pour nous, c'était vraiment un must d'y aller et parce que son glacier est facilement accessible depuis un refuge confortable. Bon, peut-être qu'il n'y a pas l'air de ça dehors, mais en dedans, il est très bien. Et puis après, même pas 45 minutes, 1 heure de marche, on a accès à un superbe glacier qui nous permet justement d'aller revoir nos techniques alpines qu'on aura apprises à Montréal. Donc, non, parce que souvent on fait le cours au parc Jean-Drapeau, donc puis ça se passe pendant l'été selon la saison, donc un peu difficile d'extrapoler c'est quoi marcher sur de la glace, mais on a revu au moins concrètement c'est quoi pareil. Donc là, on se met dans l'ambiance concrète des montagnes, on démystifie le terrain, parce que c'est surtout ça, la game elle se passe dans la tête, donc on essaie de comprendre dans quoi on va s'aventurer, et ça c'est parfait, le KMB permet justement très bien ça sans déployer, si vous voulez, trop d'énergie. KMB, donc, ça se trouve, là, c'est les photos qu'on prend de dos quand on descend, parce qu'encore une fois, on va dans la même logistique que les volcans du Mexique, puisqu'on va partir aux petites heures de la nuit. Même des fois, c'est encore plus intense que le Mexique. On se réveille à 11 heures. On déjeune, dîne, tu sais. Bon, je sais plus, tu sais plus. À 11h30, puis à minuit et 2, t'es rendu sur tes crampons. Pas tes crampons, mais tu commences à marcher. Donc, c'est un rythme particulier. Donc, ceux qui sont habitués de faire des nuits blanches, ben, tant mieux. Vous avez une longueur d'avance ces autres. Puis ceux qui sont pas habitués, ben, vous allez voir à quel point le corps est quelque chose qui s'adapte. Donc voilà, donc le KMB, donc ce qui est intéressant aussi par rapport au KMB, c'est qu'il y a un relief très varié. Donc des fois c'est des pentes soutenues, mais encore une fois pas un angle très on va dire intense, c'est maximum à peu près 35 degrés l'angle qu'on a là-bas, mais des fois il y a des parties un petit peu plus plates, donc ça permet de donner des petits breaks musculaires, puis on va atteindre un sommet en contournant sa cime, et la vue d'en haut est juste incroyable, entre autres au loin sur le Cotopaxi, qui est d'habitude l'autre objectif qu'on se lance, mais là particulièrement pour cette édition, on va aller vers un autre objectif. Mariana, je te lance la POC dans 2 secondes, juste pour vous dire qu'entre-temps, donc le concept de ressourcement est aussi très présent, ressourcement physique, source de thermale, des Papayacta, entre autres, qui sont dans la région du KMB.
oui. Ressourcement physique dans la perspective où on mange très bien en Équateur, on mange très sainement aussi. C'est une alimentation qui est, je veux dire, simple dans son exécution, c'est l'aliment tel quel. Puisque tout pousse dans cet environnement-là, on est à l'équateur, abondance d'eau, climat tempéré, eh ben, t'as tout, tu sais. Fait que chaque qualité d'ingrédient fait que ça en fait une gastronomie qui est simple, mais très variée. Donc, on va aller chercher ce côté-là. Puis aussi, ben, faire des transitions, entre autres. Bon, là, il y a un petit clin d'œil sur Quito, on n'y passe pas beaucoup de temps, là, mais c'est juste comme une ville où de transition, on passe par l'Équateur, on fait des photos de touristes. En tout cas, je sais plus si on fait ça avec Caravani. Mais bref, si on passe par l'Équateur, tu sais, il faut aller voir si c'est vrai que là-bas, l'autre toilette tourne dans un sens ou dans l'autre. Bref, tout ça, c'est des questions fondamentales qu'on va répondre. Trêve de plaisanterie. Je fais juste quand même un petit clin d'œil Cotopaxi parce que c'est normalement ce qu'on propose, donc ce super volcan, dans un contexte quand même chaleureux et confortable, du moins qu'on le fait par la face nord. Et là, je te lance la balle pour le Chimbo. Mariana, juste pour que tu nous expliques pourquoi maintenant, en 2023, on va aller plutôt sur ce sommet. Ben merci. En fait, comme tu as bien expliqué, normalement, notre objectif, c'est d'aller au Cotopaxi pour plein de raisons. Une des raisons, c'est l'accès, c'est la difficulté, etc. Sauf que cette année, à partir d'octobre 2022, en fait, c'est à partir d'octobre 2022, les Cotopaxi a recommencé à être un peu active à cause des gaz, des cendres qui émanent les volcans. Les parcs n'est pas fermé parce qu'il faut savoir aussi que c'est un volcan, mais il y a un parc autour du volcan, puis le volcan, c'est un parc également. Donc, le parc est ouvert, mais c'est interdit pour le moment faire les ascensions à cause de son activité. Donc, c'est pour ça qu'on va aller à Chimborazo, c'est notre objectif. Chimborazo, c'est le plus haut sommet de l'Équateur. Là, encore une fois, comme il y avait plusieurs guides, plusieurs personnes qui voulaient essayer l'ascension, on crée des initiatives pour justement rendre les Chimborazo plus accessibles, plus faciles aussi de se rendre. Après la pandémie, malheureusement, plusieurs refuges de montagne de Chimborazo. Encore une fois, le Chimborazo, c'est un parc, mais c'est aussi le volcan. Donc, tous les refuges qui sont à l'intérieur des parcs sont fermés, mais il y a un refuge qui est à l'extérieur du parc, très proche, un beau lodge, on les voit maintenant. Donc, ça va nous permettre de justement dormir là. Les lendemains, on doit monter. C'est deux sortes d'ascensions pour pouvoir nous rendre en camp. C'est comme un camp de base fixe. Donc, on ne doit pas mener des tentes ou autre. C'est vraiment, il y a une entreprise qui a la permission de monter en camp avec même comme une petite cafétéria, avec une tente repas et tout. Donc, nous, on va les utiliser. Ça nous rend un peu plus haut. Donc, c'est un camp de base de haute altitude, mais ça nous permet justement que cette nuitée, on est encore dans la formule, on monte des nuits, ça nous approche au sommet. Donc, il y a plusieurs réussites depuis qu'on a monté ce campement de faire les sommets du Cayambe. Il y a deux voies, je ne vais pas trop parler de ça, mais on fait la voie normale parce que c'est la seule ouverte puis la seule disponible pour le moment. Donc, c'est pas vraiment des photos du Chimbo, là, parce que bon, c'est comme une réalité récente, là, où on a dû modifier la chose. Nos photos du Chimbo, on n'était pas à la hauteur. Et puis, j'ai malheureusement pas trouvé ton super camp, mais tu sais, il faut garder des surprises dans nos itinéraires. Donc, mais pour montrer un peu le type de terrain, peut-être, ça reste que c'est ça. Donc là, comparé peut-être à Mera Peak, à Pico d'Orizaba, où là, on était sur des terrains vraiment, comment dire, ça me débutant dans la perspective de l'alpinisme. Là, on rehausse un petit peu la complexité. Quand je parle de complexité, c'est la pente. Donc, souvent, ça peut monter à 45 degrés. C'est l'existence de crevasses qu'il faut contourner. Donc, c'est pour ça que c'est un terrain plus complexe. Le ratio d'encadrement alors sur ces montagnes-là sera de 1 guide local pour 2 personnes. Donc, avec 1, 2, on peut, c'est très malléable pour s'assurer que tout le monde se retrouve dans une unité relativement
de la même force. Et pour tous les scénarios de je continue, j'abandonne, je ralentis, on peut jouer beaucoup avec ça. C'est le cas aussi dans le Pika des Orizaba, mais à 1 pour 2, là, ça donne beaucoup de perspectives. Là. Fait que c'est ça, puis un petit clin d'œil sur quand même ça, c'est pas le Jimbo, mais c'est le Cotopaxi, puis c'est quand même un cratère hallucinant. C'est une vieille photo, mais ça n'a pas changé bien depuis. Et puis bon, encore une fois, la même morale, parce que c'est une édition, des fois, le climat ne le permet pas, mais ce qui compte, c'est de revenir en bas. Hein? J'ai comme une phase de... C'est ça la vie, parce que dans les aléas de la montagne et des conditions climatiques, c'est pas quelque chose que l'on contrôle. Départ 1er juillet, c'est un rendez-vous cet été. Donc, il y a plusieurs climats hein, dans l'année pour aller faire ces sommets-là. Plusieurs climats, je veux dire, fenêtres de temps. L'été, très beau, très stable, très sec. On pourrait viser aussi novembre, on pourrait viser un peu début décembre, on pourrait aller après ça du côté de l'hiver avec février, peut-être un début mars. Donc, il y a plein de périodes de temps où justement, c'est en fait l'équateur, c'est l'alternance entre les zones, les périodes humides et secs. Donc, c'est dans les périodes secs qu'on va proposer nos départs. Ce sont les périodes les plus propices pour que ça se passe bien. Puis juste, peut-être, je voudrais juste dire que pour ces voyages spécifiquement, la logistique, puis l'équipe avec qui on fait affaire pour ces voyages, ça nous permet que si jamais vous êtes un groupe de 6 personnes qui aimeraient faire les voyages privés ou autres, vous pouvez nous appeler, puis on pourrait voir pour des dates un peu plus précises qui ne sont pas dans les sites Internet. Ouais. On nous pose la question, c'est quand l'atelier de montagne ou l'atelier technique à Montréal? Ben, en fait, c'est que on travaille avec une école externe, des bons amis à nous, là, guide aussi à temps partiel chez Caravanier. Puis on fixe à peu près 4 formations annuelles, donc une par saison. On les met en fonction. Quand nos départs se concrétisent, on fixe une date. Donc, c'est pas établi d'avance, c'est pas une formation en parallèle, ça fait partie de l'offre. Puis oui, c'est à Montréal, mais si j'avais la majorité du monde qui vient de la région de Québec, on va le faire dans la région de Québec. Là. On y va avec la réalité géographique de provenance des gens. Mais on s'est trouvé, puisqu'on a un droit d'accès au parc Jean-Drapeau sur les falaises d'escalade à côté du pont Jacques-Cartier, c'est comme tellement simple d'accès que c'est là que ça se passe, puis c'est bien correct là, pour donner l'ensemble de ce cours-là. Si ça se donnait l'hiver, parce qu'à la date, on l'a juste fait l'été l'année passée, ben, l'hiver, on va trouver aussi un autre terrain qui sera encore plus adéquat pour avoir des bonnes pentes, etc. Voilà. La technique est obligatoire. Ben, si vous avez déjà des connaissances, tant mieux, mais il faut savoir qu'aussi l'atelier technique sert de rencontre, de groupe, d'informations aussi précises par rapport à l'objectif. Donc, c'est rare qu'on mélange, disons, les groupes, tu vois, la gang Chimbo KMB d'Équateur, bon, on fait une date. Après ça, c'est sûr que si une gang Mexique, on peut interchanger un peu les dates, mais ça fait aussi office de première rencontre de groupe, donc on suggère fortement d'y participer si ça fait partie de l'offre de toute façon. Puis un bon refresh, c'est toujours pertinent. Donc voilà. Pendant que mon chat me martyrise les bras, je vais essayer de parler de Yimani. Donc, Mariana, juste nous mettre en contexte peut-être de ce truc-là que tu connais bien. Ben, là, on change un peu de pays. On va en Bolivie. Bolivie, ben, là, on a une belle photo de La Paz. Puis, on a un super beau trek, un long trek en haute altitude. On parle d'haute altitude parce que vraiment, les campements sont autour de 4600 mètres et on passe des cols à presque tous les jours de 5000 mètres. Donc, c'est vraiment un long trek, mais ça reste un trek qui s'appelle Apollo Bamba. Vous allez le trouver sur notre site Internet. Donc, ça nous permet, encore une fois, on fait attention avec l'acclimatation. On arrive à La Paz. La Paz est déjà très haut. Donc, avant de commencer à marcher dans si on réserve l'Apollo Bamba, c'est un parc, puis c'est très sauvage, très isolé, très peu connu. Si vous aimez les sortes d'ambiance, un long trek, nos techniques avec
personne, puis entouré des belles montagnes avec des vigognes. Les vigognes, c'est comme la famille des alpagas et qui sont vraiment sauvages, difficiles à voir avec son bois d'extension. Donc, c'est vraiment dressé pour les protéger. Et c'est une grande dressée. On est vraiment, pour vous citer, on est proche du Pérou. Donc, pour nous acclimater, en premier, on va aller au lac Titicaca. On va faire quelques jours 12 journées de randonnée, on va aller dans l'île de Soleil, ça nous permet aussi de voir un peu la culture Aymara, qui c'est la culture de cette région. On va pouvoir justement aussi, encore une fois, on mange très bien, c'est encore beaucoup de quinoa, beaucoup de légumes. C'est très intéressant côté culture, la Bolivie. Vraiment intéressant. Un pays des gens très montagnards, des volcans autour des montagnes avec des sommets enneigés. Puis quand on va marcher dans les 8 jours de randonnée qu'on fait dans la réserve, on est vraiment dans un endroit super magique. Là, on est dans le camping, il n'y a pas de refuge, il y a pas de, il y a peu d'infrastructures dans le parc. Donc, on va vraiment monter des campements, c'est des campements assez confortables. Encore une fois, on n'entendrait pas des tables, des chaises. La logistique du trek nous permet. On n'a pas des animaux parce que la réalité de cet endroit ne les permet pas. Donc, on a un véhicule qui justement nous dépose toutes nos affaires puis il monte le campement tous les jours. Mais nous, on voit vraiment pas le véhicule. Lui, il fait des grands détours pour se rendre au campement. Donc, nous, on fait vraiment un parcours qui n'a pas de sentier, c'est pas balisé, c'est vraiment, on va aussi selon, il peut y avoir un peu de neige, on passe par un glacier, donc c'est vraiment un beau trek. Puis l'idée, c'était, une fois qu'on est déjà en Bolivie, on est super bien acclimaté, on a vécu cette expérience, on voulait offrir une ascension à l'Illimani, que c'est une montagne juste en face dans la Cordillère Royale, très proche de La Paz. Donc, ça fit bien avec l'itinéraire. Donc, pour le départ de septembre, on aimerait vous offrir l'ascension de l'Illimani. Puis, je te passe un peu la parole. Pourquoi l'Illimani? Pourquoi tu as choisi cette montagne et faire une grande ascension? Donc, voilà. Ouais, ben, je vais faire court. En fait, les Imani, pourquoi? Ben, parce que bon, il y a plein de sommets quand même dans la cordillère, justement à Polobamba, Real, etc. Donc, on est tout au nord de La Paz, à peu près nord-ouest. Mais Imani, on l'a vu sur la photo précédente, il domine La Paz. Tu le vois tout le temps. Il est omniprésent, il est superbe, il est techniquement accessible. Donc, c'est un peu toutes l'équation. Je me disais, ben, hey, on va faire ça. Donc, c'est 6400, je sais plus, 50 à peu près mètres d'altitude. C'est 4 jours parce que justement, le trail de la Polo Bamba va avoir permis de s'être bien acclimaté. Puis, je voulais pas non plus aller vers d'autres classiques, si vous voulez, qu'on trouve dans ce coin-là, entre autres comme le Huayna Potosi ou la cordillère du Condor, là, El Condoriri. Donc, Imani. Donc, Imani, techniquement, on peut le résumer à ça. Donc, c'est la montée sur un camp d'altitude. Donc, on va vivre, c'est quoi? Une petite expédition, si vous voulez, monter un camp d'altitude dans un contexte très montagnard. Et puis après ça, cette route principalement sur les crêtes, pour se monter sur une face pour atteindre le sommet. Donc, je trouvais que aussi ça donnait pour ceux et celles avec moi ou les caravaniers en fait qui ont, pardon, avec caravaniers oui qui ont fait plein de sommets avant ou qui ont déjà fait des voyages comme le Mera, le Mexique et autres. Je trouvais que c'était dans la continuité de ça. Un petit affaire plus engagé techniquement que le Mera puis le Mexique, justement dans le but de progresser, d'avancer. Et sans investir tout un long projet, là, c'est 4 jours isolés au bout d'un superbe trek. Fait que déjà, je trouvais ça comme une combinaison intéressante. Donc, on va commencer à le proposer en septembre pour voir si cette extension-là peut être continuée à être proposée dans le futur. Puis c'est pour pimper un peu excusez l'expression, mais tu sais, ce trek-là, moi, j'en entends parler de Mariana, j'en entends parler de plein de gens. C'est un superbe trek, assez unique, où justement, il n'y a pas des tonnes de monde qui vont. La Bolivie, c'est magique, c'est puissant en termes de paysage, puis même de culture, donc, wow. Puis culminons avec un sommet, comme une cerise sur un sundae, si vous voulez.
Donc voilà, c'est un 2 dans 1. Fait que voilà. Puis il faut comprendre que ce trek-là, en fait, cette ascension-là est optionnelle, donc tu peux très bien faire le trek sans faire l'ascension. Mais l'inverse, par contre, n'est pas possible. Voilà. On continue dans notre progression. Si on le voit de même, c'est un angle comme un autre. Là. On va dire une progression en altitude. Tiens, tiens. Alors, on arrive ici dans notre formule, si vous voulez, siège de forteresse. Là, donc là, on va attaquer une montagne, entre guillemets, et on va l'assiéger, puis on va s'acclimater tranquillement, monter des charges, descendre, etc. Et puis progressivement s'établir pour en faire le sommet. Donc, dans cette catégorie-là, entre autres, pour l'instant, on a la Concagua, un peu la Rose del Salado, vous allez le voir après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est un peu, on va dire, c'est de l'himalayisme ou de l'andinisme. Donc, c'est vraiment l'approche où on s'acclimate sur la montagne même. Et ça, c'est très particulier. Donc, oui, on a un projet d'itinéraire où on dit jour 3, jour 5, on fait ci, on monte, mais tout ça, c'est tout le temps changé. Parce que là, c'est pas comme un déplacement, on va sur telle montagne, on reste 2 jours, on revient. Là, on dépend vraiment de la météo, on dépend des conditions physiques des gens du groupe, on dépend de paquets de facteurs, de la neige des fois, etc. Donc, on a un projet, on a une période de temps à peu près fixe, mais c'est tout. Le reste, c'est vraiment toute notre expertise, nous, qui permet, par notre stratégie, d'en faire l'ascension. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une initiation à la très haute montagne. On va adapter ces mêmes stratégies-là, si vous voulez, dans l'alpinisme himalayen ou l'himalayisme, puisque quand on fait l'Everest, par exemple, ou d'autres grands sommets, c'est à peu près les mêmes stratégies qu'on va appliquer. La Concagua, sa particularité, par contre, même si c'est si vous voulez, il n'y a pas plus haut que ça, à moins d'aller vers justement l'Himalaya, en haut de cette altitude-là, on tombe dans les 7000 du Pakistan puis du Népal. Donc, c'est un sommet qui est non technique. Donc, c'est un trek, si vous voulez, de très haute altitude. Et ça, c'est pas possible ailleurs dans le monde, à part dans quelques régions du Chili puis de l'Argentine. On vous plonge tout de suite dans un contexte comme très exotique, disons, parce que bon, les ascensions se font toujours en janvier, à peu près. La saison, c'est mi-décembre à mi-février, puis on peut l'extensionner un mois de chaque bord, mais c'est vraiment l'été austral. Donc l'été austral, c'est en plein dans notre hiver. On a un groupe qui vient tout juste de finir, donc ça s'est très bien passé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous amène en haute montagne, mais en plein janvier, où là, on est dans le gros hiver québécois. D'habitude, il est plus froid, là. Puis on vous amène à Mendoza à 35 degrés. Donc Mendoza, c'est les belles choses, c'est l'abondance, c'est la culture argentine, influencée de l'Europe beaucoup, teintée avec toute l'histoire sud-américaine, si vous voulez, mais ça reste que c'est un peu l'Europe croisée avec l'Amérique du Sud. Donc, on est à Mendoza, sous les platanes, parce que bon, c'est une immense, si vous voulez, parasol d'arbres naturels pour nous protéger du soleil. Il fait chaud. C'est la culture du bœuf, des arrieros. C'est un peu, si vous voulez, l'Alberta du Sud, dans son rapport à la nourriture, puis à l'élevage, etc. Donc, on baigne là-dedans. Région viticole aussi, je n'ai pas mis de photo en fonction de ça, mais grosse production de vin qui se fait dans la région de Mendoza, justement. Donc, on est dans un certain... oui, un certain luxe ou une certaine abondance à ce niveau-là et c'est très agréable. Je vous dis, Mendoza, c'est une ville où tu pourrais retourner juste pour tes vacances personnelles. Donc, logistique de montagne, maintenant, on revient. Oh là là, j'ai pas de poil gris là-dessus. J'étais super heureux d'avoir mon permis, donc ça demande un permis. Donc, un petit peu plus de logistique de montagne. On rentre dans les procédures de permis comme on retrouve au Népal et l'objectif, c'est ça, c'est donc d'appliquer, on vous encadre là, pour pouvoir avoir notre place pour tenter l'ascension selon les différentes voies, etc. Et ça sera les petites formalités administratives avant de se lancer sur la montagne. Cette année, parce que la Concagua avait été abandonnée chez Caravanier depuis peut-être 3-4 ans, je pense que la dernière fois c'était 2018, pour plein de bonnes raisons. À un moment donné, c'était comme quand tu retrouves plus de plaisir à faire une montagne, ben, tu l'abandonnes. Et donc là, cette année, on a eu la mission de la repenser.
Donc jadis, il y a 20 ans de cela, certains d'entre nous, moi, Jean-Philippe Leblanc, d'autres avaient fait une acclimatation dans le massif du Cordon del Plata, qui est situé dans le coin de Mendoza, c'est à peu près 1 heure et demie, 2 heures de route. Puis, il y a un sommet qui culmine, là, le Cerro del Plata, il culmine à 6000 mètres. Il y a plein d'autres sommets qui sont dans les 5000. C'est un super terrain de jeu pour s'acclimater, puis pour être ailleurs, okay? Parce que la Concagua, c'est dans la couronne des Seven Summits. C'est un sommet qui est, disons-le, là, qui est en surabondance de grimpeurs. Puis, ben, de rester 15 jours dans ce contexte-là, ça nous intéressait pas. Fait qu'on a repensé ça, puis on est allé là, à partir d'un petit village de ski, a priori l'hiver, qui s'appelle Vallecitos. Et de là, on rayonne dans le but de s'acclimater progressivement. D'abord à partir d'un refuge, puis ensuite de ça, on va établir un camp plus haut. Puis on voit le massif. Là, c'est une carte que j'ai piquée sur les internets pour voir un peu toute la perspective des sommets. Et là, c'est création libre du moment selon selon la capacité de gérer l'altitude des gens, selon nos volontés, selon création du guide du moment pour aller s'acclimater sur un de ces sommets-là. Il faut savoir qu'à partir d'un camp qu'on voit au centre, là, avec la flèche verte, qui s'appelle El Salto de Agua, ben c'est possible de rayonner à l'échelle d'une journée sur la plupart de tous ces sommets-là. Donc, camp de base parfait. Donc, d'abord refuge, on se déplace avec des mules, on déplace notre stock là-bas, on rétablit un super camp de base, puis on rayonne. Donc, en tout, on va rester une semaine dans ce massif-là, à aller, si vous voulez, flirter avec les sommets aux alentours. Entre autres, le Vallecito, ce qu'on voit à gauche, 5400. On peut aller jusqu'au plateau, c'est un objectif. On n'a pas. Notre but, c'est s'acclimater puis avoir du fun. Puis de découvrir des coins peu achalandés. C'est ça le principe. Okay? Puis on sait que tout ça, c'est de l'or en barre en vue d'arriver sur la Concagua, mais pas de passer 2 semaines. Photos que j'ai piquées sur les Facebook des participants qui viennent tout juste de revenir. Donc, des fois, il y a un petit peu plus de neige, moins de neige. Ça dépend, encore une fois, de l'historique. Notre super campement. Donc, le spot, déjà, en soi, il est malade. Et de là, on rayonne. Quelques sommets, comme le Cerro Franque. Donc, c'est très peu probable qu'on se lance le 6000 mètres comme objectif. L'idée, c'est pas de se brûler. Mais, entre autres, le plateau du Vallecitos, El Rincon, tout ça, c'est des objectifs. Donc, on va dépasser légèrement les 5000 mètres, revenir, se poser, faire à peu près 3 heures de route pour revenir à l'entrée du parc du Cerro Aconcagua, faire un bon reset en allant marcher au camp Confluencia, donc 3 heures de route. On prend une journée complète de break là-bas, puis après ça, on part sur l'Expo de la Concagua. Donc, l'Expo de la Concagua, c'est grosse logistique parce qu'il faut tout traîner. Évidemment, ben pas évidemment, mais en tout cas, heureusement, c'est pas nous autres qui traînons ces beaux kilos de bagages. Ce sont des mulets, donc mulets qui sont engagés directement là-bas. Et les gens qui gèrent les mulets, c'est ou les chauffeurs de mules, si vous voulez, c'est des gauchos. Donc les gauchos, c'est un peu, si vous voulez, un croisement entre population autochtone et culture cavalière espagnole, si vous voulez. C'est un beau croisement entre ces deux-là, mais ils ont vraiment métissé tout, autant les gens que leurs habitudes. On pourrait quand même leur donner quelques petites caractéristiques comme étant de très bons mangeurs de viande et buveurs de vin rouge. Donc, ils ont tous les artères bien dures parce qu'ils mettent bien du sel. Mais c'est la meilleure viande qu'on peut partager. Et justement, quand on fait notre petite pause au camp Confluencia avant de transiter vers la Concagua, eh ben, on a droit à cette cuisine-là. On participe avec eux, on échange. Nos guides sont soit hispanophones ou soit hispanophiles, si vous voulez. Donc, on crée les liens. On crée les liens avec les gens. Cette année, ça a été malade mental, by the way, Mariana. Léo, on avait un Mathias Damer qui vient d'Équateur, qui était là, qui fait partie de nos voyages en Équateur. On avait Léo, un vieux de la vieille, qu'on voit ici. Donc, ils ont créé des liens incroyables avec les guides locaux. Ça a été génial pour ce partage-là, parce que, bon, oui, la touche culturelle était un petit peu moins forte à la Concagua, étant donné qu'on est plus dans un contexte montagnard, mais
ces moments-là de camp de base, de partage, là, on les exploite au mieux. Okay? Euh, Cette photo-là, c'est un peu une blague, là, mais c'est pour nous rappeler que la Concagua, c'est au cœur de l'été austral, c'est dans un univers très sec. Ça va être la même chose au Rosa del Salado. On est vraiment en mode traversée du désert. Hein, on dirait des gens qui ont fait la guerre en Afghanistan, là, mais c'est une autre forme de guerre, si vous voulez. Une guerre psychologique. Donc, c'est une approche de 3 jours d'habitude, pas acclimaté, c'est une approche de 3 jours pour se rendre au camp Plaza de Mulas, qu'on voit ici, mais une fois acclimaté, ça se fait quand même beaucoup plus rapidement. Mais ça reste qu'il faut être en mode protection du soleil, chaleur, etc. On essaie de se préserver au maximum tous les petits irritants qu'on pourrait avoir créés par justement l'épuisement, la fatigue, la déshydratation, les coups de soleil à la mauvaise place. Donc, pour garder le moral en vue du sommet de la Concagua. Donc, je vous cacherai pas que d'un bord ou l'autre aussi, parce que ça fait partie du choix, parce qu'avant ça, historiquement, Caravani, on faisait un 360. Donc, on partait de Plaza Argentina, de l'autre côté de la montagne, on montait le sommet, puis on descendait du côté régulier, de la voie normale, mais en proportion maintenant, parce que tout le monde a essayé de repenser les alternatives, je vais-tu de ce bord-là, de l'autre bord, ça reste qu'il y a plein de monde des deux bords. Donc, on va pas sur la Concagua nécessairement pour vivre un moment isolé en montagne, on le va pour le défi que ça représente, la symbolique puissante, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, on s'est dit, moi, Mulas, Argentina, même chose, donc j'ai misé sur, je dis j'ai ou on a misé sur la voie normale pour des raisons d'efficacité, et là parlons dans des termes comme ça, puisque les distances entre les camps sont beaucoup moindres que de l'autre côté. Donc si on doit se repositionner, c'est-à-dire mauvais temps, il faut redescendre, ou fenêtre de beau temps, il faut monter plus vite, on est plus facilement malléable, étant donné la distance en kilomètres, évidemment, mais surtout en heures de marche. Donc, les camps qui montent plus haut, c'est Nido de Condores, c'est Berlin. Donc, on peut plus facilement bouger versus l'autre côté où les distances sont immenses, énormes. Fait qu'étant déjà acclimaté sur le cordon del Plata, on arrive là-bas puis on est déjà capable de mieux se positionner pour prendre les fenêtres de temps, parce que ça va être un autre volet de cette expédition-là, c'est de dépendre, si vous voulez, de mère nature, de ses élans de générosité. Donc, oui, c'est la meilleure période pour y aller, comme j'ai dit, mi-décembre jusqu'à mi-février, mais ça reste que c'est un climat de montagne, il y a des viento blanco, il y a toutes sortes de choses qui se passent, donc ça se peut qu'on soit contraint. Il y a même des années, on a eu le fameux El Niño, pour ceux qui connaissent la tonne de plumes, la traverse. Tout est à cause d'El Niño, ben des fois ça fait vraiment de la merde, El Niño. Donc on veut être capable de prendre les fenêtres de temps et de bien bouger. Donc la voie normale, choix incontesté. C'est ça, on a des super services de camp de base là-bas, donc on puise dans le confort, hein? C'est un peu dans le même esprit qu'on a vu tantôt. Bon, on l'a pas vu vraiment à Chimborazo, mais si vous voulez justement extrapoler, là, c'est un petit peu ça, des campements qu'on appelle des tented camps. C'est déjà préinstallé, confort, il y a un cuisinier ou des cuisinières sur place, service, etc. On a même malheureusement le Wi-Fi et d'autres services comme des douches de type sauna et tout. Donc, super contexte pour justement passer en mode altitude après vers les camps supérieurs. Il faut savoir aussi sur place, service d'hélicoptère pour tout ce qui était évacuation. Donc, au niveau sécurité, c'est top. On a même des médecins qui sont établis en permanence à Plaza Mulas, un petit peu à Nido de Condores aussi, qui font des suivis médicaux. Donc, en plus de ce que nous, on fait quotidiennement, saturation, prise de tous les signes et symptômes, ben, on a même un avis médical, médicaments, etc., évacuation. Donc, la Concagua est très structurée à ce niveau-là. C'est entre autres parce qu'elle se positionne dans la couronne des Seven Summits. Donc, on parle de trek d'altitude ou de très haute altitude. C'est ça le terrain de la Concagua. C'est une roche, des fois neige, puis c'est ces fameuses montées de charge, donc qu'on doit faire face. Donc, ça aussi, c'est une autre particularité sur cette montagne-là, en particulier, c'est de traîner des sacs à dos qui vont entre 15 et 20 kilos, puisqu'on va monter notre matériel, faire des caches, des dépôts, redescendre, remonter définitivement avec
l'équipement de campement. Donc, c'est typique de toutes les grandes montagnes de ce monde de travailler comme ça. Des fois, on a des porteurs, entre autres au Népal ou ailleurs, au Pérou. On a aussi des porteurs là-bas, ils sont en facultatif, donc nous, on s'en occupe là, de quelques-uns pour les équipements communs par rapport à la cuisine, mais sinon, ça sera aux gens de porter tente, matelas et la moitié de vos équipements personnels. Vous pouvez aussi contracter sur place des porteurs pour vous sauver des étapes selon votre état, si on peut dire. Donc, la vie de campement, ben, c'est ça. Donc, il y a aussi beaucoup de temps libre et donc, ça prend la dureté du mental parce que deux fois, en tout cas, souvent, ce que on va le dire, là, il y a une clientèle type des fois qui se lance des gros projets, qui veulent des objectifs, du concret, il faut que ça bouge. OK, mais je veux dire, là-bas, il y a aussi tout un volet laisse aller. C'est pas toi l'élément le plus fort, c'est la nature. Quand il faut se reposer, repose-toi, mets ça en banque parce que ça se peut que tu dépenses beaucoup d'énergie plus tard et apprends à rien faire. OK? Tu n'as même pas le droit de te connecter à Wi-Fi. J'ai vu beaucoup de clients récemment qui étaient pas mal connectés. Leur spirit qui était ailleurs. OK? Donc là, quand on dit dureté du mental, pour ceux qui voient la référence, là, c'est plus vrai que vrai. Là. Okay? Donc, nous, on essaie de travailler fort là-dessus pour vous encourager à penser comme ça, mais le reste vous appartient. Donc, pour ça, on va vous jouer, on va faire du divertissement, on va jouer au dé d'entente, on va partager des repas, des collations, etc. Mais ça reste que c'est ça, cet élément-là d'équipe, de symbiose d'équipe, de travail, de band of brothers and sisters, là, c'est super important là-dedans et c'est ce qui va, des fois, vous paraître difficile, mais qui va émaner quelque chose de très puissant, très fort à la fin. Vraiment. Et ça, c'est particulier à la Concagua ou de ce type de sommet-là. On va le retrouver un peu au Mexique, Mera et tout, mais on l'aura jamais aussi fort qu'à la Concagua. Et si je fais encore ce motadine de métier, c'est parce qu'il y a ça, parce que ça m'anime fondamentalement. Il y a mon chat qui gratte à la porte pendant qu'il me déconcentre. Donc voilà, donc un peu les ambiances Nilo Condores. Donc ça va être un camp clé à 5400 mètres. Un camp où il y a de plus en plus de monde qui justement s'en sert de camp de transition. Et puis c'est là qu'à un moment donné, on va se positionner définitivement pour ensuite tenter ou se mettre en position pour le sommet. Donc, des fois, on a des images de neige, des fois, c'est Star Roche. Ça va vraiment dépendre d'année en année. OK? Mais faut pas oublier qu'à priori, c'est un trekking peak. Donc, on le fait avec bottes, crampons et bâtons de marche. On a toujours un piolet dans le sac à dos au cas si le terrain venait être trop glissant. Mais c'est très rare qu'on s'en sert. Donc voilà, plus on progresse, plus on arrive justement à dominer à peu près toutes les Andes. Faut oublier que la Concagua, c'est le sommet le plus haut des Amériques, c'est le sommet le plus haut des Andes. Et son paysage, certainement, le plus impressionnant, c'est la Canaleta finale, à partir de 6600 mètres. Ça longe l'arête, si vous voulez, de la face sud, qu'on voit là. Vraiment aérien, vertigineux. Ben, pas vertigineux, on est à côté, là. On n'a pas un vertige nécessairement, mais c'est très aérien, on va dire ça de même. Donc, des fois, c'est en neige, des fois, c'est beaucoup plus sec. C'est beaucoup plus souvent comme ça que tout en neige, là. Et même, il y a des personnes, je sais pas si tu reconnais Mariana, c'est Yves. Yves, où que tu sois, on te salue. De ton rosaire, du bas du fleuve. Donc, il y a des années, tu peux le faire en t-shirt de même. T'sais. Alors que d'autres années, c'est moins 20 puis il y a full neige. Donc, voilà, la Concagua, c'est une montagne un peu bizarre par rapport à ça, mais ça reste que techniquement, c'est accessible. Et je reviens avec mon motto. On réussit une montagne quand on revient en bas. Donc, ça veut dire que dans ta gestion du mental et de la force physique, tu te gardes toujours un 20% en poche pour redescendre. Parce que si tu fais pas ça, tu risques de compromettre ta sécurité puis celle de tes collègues. Et puis on sait que dans cette montagne-là, l'esprit d'équipe est quelque chose de fondamental, peut-être même plus que tous les autres voyages qu'on a peut-être un peu baffin ou d'autres des voyages très engageants, il y a ça. Fait que si tu compromets ta sécurité, tu compromets celle des autres, donc oublie jamais.
Voilà, ça, on va vous le répéter dans ces lieux. Et puis on finit avec cette longue marche c'est comme un décrescendo si vous voulez. On va avoir vécu beaucoup d'intensité sur la Concagua, on va avoir dépensé beaucoup d'énergie sur le Cordon del Plata, tout ça va être très intense. Donc là, on a droit à un beau 26 kilomètres dans la vallée de los Orcones, une vallée que moi j'appelle la vallée sans fin. Hein? Il y a une courbe ou deux, là, puis c'est à peu près ça. Mais c'est le moment justement de faire le vide parce que on va le faire pas à peu près après. Donc, vous voyez, ça, c'est nos gueules après 15-16 jours. Ça, c'est l'édition de 2016. Donc, des sourires, des gueules un peu maganées, mais des sourires. Et c'est ça qui compte. Donc, on finit tout ça en grand à Mendoza. Donc, souvent, on va partir du camp Plaza Moula, c'est à 4400 mètres, austère, sec, fret, à Mendoza, puis toute son abondance. Donc, dans une journée, Vino, carne, et puis célébration. Donc, voilà, on aime les contrastes chez Caravanier. Départ le 6 janvier 2024. Voilà. Donc, ça commence déjà à bouger, là, by the way. Donc, on a déjà des inscrits. Ça, en ce moment, c'est bien de prévoir d'avance pour cette expédition-là. Mariana, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. J'étais un peu monologue, là. Oui, non, C'est bon. pas vraiment. Parfait. Je termine avec le Atacama Oros del Salado. Donc, ça, c'est un voyage, bon, j'ai eu l'occasion de le faire à 3 reprises, mais chez Carvani, on a une grosse expertise aussi avec Marie-Josée Talbot, qui l'a fait aussi à 2 ou 3 reprises. Donc, c'est vraiment un voyage mature, si vous voulez, si on combine l'expérience de chacun. Je vais vous donner mon point de vue, l'angle que j'ai perçu. Mais bon, l'itinéraire, on l'a revu ensemble avec Marie-Josée, puis je pense qu'on est arrivé vraiment à quelque chose de super en ce moment qui est en ligne là, sur le site internet. Donc, en gros, si vous voulez, on peut le voir en 2 volets, ce voyage-là. Donc, d'abord dans le nord-est du Chili. Vous savez que le Chili, c'est un pays qui fait à peu près 5500 kilomètres là, entre la Bolivie puis le fin fond de la Terre de Feu. Donc, ce pays-là, il y a plein de régions magnifiques. On va se concentrer sur 2. La région du désert d'Atacama, dans le nord, collée sur la Bolivie, donc, et puis un peu le nord de l'Argentine aussi, où là, il y a un ensemble de volcans et de salars et de lagunes qui sont juste incroyables. Donc, on va se positionner, rayonner là-dedans, s'acclimater par le même, du coup. Et après, on va bouger vers le sud du pays, pas vrai, pardon, vers le centre du pays, Copiapo, et aller vers la frontière argentine pour faire l'ascension du plus grand volcan du monde. Hein, faut le dire. Le plus haut volcan du monde, c'est le Oros del Salado à 6890 mètres et des poussières. Donc, tout ça fait partie d'un grand tout. Et quand je vous disais que j'avais de la misère à le catégoriser, c'est que c'est comme un gros road trip en haute montagne, si vous voulez. Parce qu'on est dans un univers désert, on va se déplacer en Jeep, pas mal, tout le long. Puis parce qu'on va vouloir aller chercher souvent des points de vue, donc on va avoir des déplacements mécaniques, mais pas tout le temps. Puis heureusement, puis on l'a repensé comme ça justement pour limiter au maximum l'ambiance d'être tout le temps dans un véhicule. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est pas ultime. Hein. S'il est nécessaire, on va le faire, là, comme on le fait au Mexique et tout, mais si on peut ne pas le faire, on va le penser autrement. Donc, entre autres, en commençant, à partir du village de San Pedro d'Atacama, plusieurs petites communautés qui se retrouvent à peu près dans le nord-nord-ouest de San Pedro, qu'on peut relier à pied. Donc, on va le faire comme ça en itinérance, en dormant dans des petites auberges. Et le but, c'est d'aller chercher tous les paysages lunaires pétés qu'on retrouve dans cette région-là jusqu'à El Terros, ici. Donc, les geysers qu'on retrouve au nord de San Pedro, et qui sont, tu sais, tout ça, ce terrain-là va aussi en 2400 mètres et 4300 mètres. Donc, il y a quand même subtilement une acclimatation à l'altitude qui se fait
en étant pas, oui, en étant dans une ambiance de trekking, mais pas nécessairement de montagne. Puis on a tellement de divertissement, si vous voulez, par rapport au fait que, oh là, c'est des sources, oh là, c'est des geysers, oh là, c'est un point de vue incroyable sur la vallée de la Lune, par exemple, autour de San Pedro, qu'on est tout le temps pas dans, on est, tu sais, notre esprit est toujours ailleurs, il est pas en train de toujours se concentrer sur nos petits problèmes, etc. Donc, pour moi, c'est un voyage qui est très, très fort en diversité de paysages. Et c'est son gros point fort, je pense, à ce voyage-là. Vous savez d'ailleurs que, pas tout à fait là, mais Salvatore Dali s'est inspiré beaucoup des paysages et des ambiances qu'on retrouve dans cette région du monde, un peu du côté bolivien aussi, avec tous ces paysages de grands éléphants avec les grandes pattes, d'horloges molles, etc. Ce que lui appelle, on appelle ça aussi en espagnol, arbol de piedra. Donc les arbres en pierre, si vous voulez, qui tiennent à peu près à rien. C'est vraiment tout cet univers-là surréaliste, disons-le, qu'on va découvrir dans le nord-ouest. Donc c'est des photos d'iPhone que j'ai faites. Donc toutes sortes de lagunes, de hauts sommets, mais on est vraiment, vous savez, dans un des déserts les plus arides du monde, à peu près 2 millimètres de pluie annuelle. C'est pas grand-chose. Donc les salars, c'est des espèces de déserts de sel. Donc quelques populations qu'on retrouve là-bas, entre autres les Flamands. Donc c'est vraiment une ambiance qui est distincte, je trouve, un peu partout dans le monde. On va là-dedans culminer un premier sommet. Donc, le but, c'est de faire l'ascension du Licancabur. C'est pas l'objectif absolu, mais tu sais, parce qu'on va s'être acclimaté, parce qu'on va avoir vu plein d'affaires, on va vouloir faire ce superbe sommet iconique aussi. La photo le rend pas bien, par contre. Oh, Tadine. Donc, mais c'est vraiment un compte quasi parfait. En fait, son meilleur point de vue est du côté chilien depuis San Pedro de Atacama, qui est 2000 mètres plus bas. On voit cet immense cône superbe. Du côté bolivien, il est un petit peu moins beau, mais ça reste que son ascension, le paysage qui est autour est incroyable, avec les Laguna Blanca, Laguna Verde. Puis on a des bons yeux un petit peu plus loin, Laguna Colorada. Donc les couleurs, si vous voulez, c'est le blanc, le vert, le rouge un petit peu plus loin. On est dans un paysage très minéral, ocre, etc. Donc c'est des contrastes complètement hallucinés, si vous voulez, de paysage. Donc Licancabo, premier objectif qu'on se donne. On va descendre ensuite, quitter la région de l'Atacama pour se rendre vers Copiapo. On va longer la côte. On va refaire le plein d'oxygène, si vous voulez. Petit clin d'œil à Pan de Azucar. C'est un parc national qu'on retrouve le long de la côte. On fait une petite pause barbecue et beach. On a le droit. Donc, on reprend des forces, on reprend de l'oxygène dans les poumons et on se dirige ensuite vers ce qu'on appelle c'est tout le temps les mêmes noms, hein, là-bas, Laguna Verde, Laguna Blanca. Bref, une autre Laguna Verde, mais qui est très impressionnante. On sera à ce moment-là en mode, si vous voulez, camion. Hein, c'est pas mal ça, des Jeeps, des Tacoma. Le Tacoma, là, c'est un très bon Jeep pour faire ce type de terrain-là. Je ne veux pas faire de pub de char, mais si j'avais été un gars de pick-up, c'est ça que je m'achèterais. Donc là-dedans, on va avoir tous les équipements, camp de base, tente de messe, cuisine. Donc on a un cuistot, on appelle la participation de chacun. On a un chauffeur ou des chauffeurs. Nous-mêmes, on va conduire les Jeeps. On a des grands talents de conducteurs de Jeep. On est avec une équipe vraiment expérimentée sur le Rose del Salado pour cette ascension-là. Et là, on est en mode, si vous voulez, Mad Max. Ouais, comparaison un peu boiteuse. Mais bon, hein, vous voyez, c'est désert, c'est survie. On a tous nos bidons 18 litres d'eau quasiment en autonomie parce qu'on a quasiment pas de source d'eau là, dans cet environnement-là. Vous voyez là-dessus, là, je reviens du Horos, donc ça a beau être sec, ça a beau avoir presque pas de neige, mais il fait froid. C'est moins 20, souvent, moins 15. Donc, j'ai mes grosses bottes himalayennes. On est habillé incroyablement. Donc, c'est pas à prendre à la légère en termes de conditions. En plus que c'est tout le temps dans un univers poussiéreux, sec et aride. Donc, mais
ô combien incroyable, étant donné qu'on croirait... Moi, en fait, c'est le plus proche que je suis allé de la Lune, là, je pense que c'est là. Donc, dans les ambiances lunaires, t'enlèves le ciel bleu, puis je disais, t'es sur la Lune. Puis des fois, sur la Lune, il y a une espèce de base, une base comme ça, qui est là, 2 containers collés. On se sert des fois de ce camp-là, on appelle le camp Terros, à 5800 mètres. Grand confort garanti, mais souvent, on va monter nos tentes à côté. Moi, je l'avais déjà fait dans une version plus light, on va dire. Mais c'est incroyable. Donc, à partir de 5800 mètres, on va tenter le sommet. Puis regardez ça, là. Ça, c'est Ojos El Salado. On est encore dans la grande région de l'Atacama, si vous voulez. Et on va arriver dans c'est un volcan. Donc, il y a une genre de caldeira. Hein, on peut imaginer un cratère, une arête, si vous voulez, une petite grimpe technique à 6000. Faut utiliser un peu les mains. On met une corde fixe, puis on arrive au sommet ici de l'Ojos del Salado. C'est juste incroyable. Donc, immersion dans l'univers volcanique aride du désert, puis après ça, on finit ça le long de la mer à Bahia Inglesia, avant de regagner le Québec ou aller ailleurs, peu importe. Mais donc, on va jouer fort avec les contrastes là-dedans. Donc, si on se pose la question comment il se situe ou se situe en termes de difficulté, ce sommet-là, eh bien, on va finir là-dessus. Il est vraiment à cheval, si vous voulez. Il est plus accessible que la Aconcagua, puisqu'on a plus, si vous voulez, de retour en basse altitude, de retour à du confort. Les déplacements, on dépense moins d'énergie peut-être globalement puisqu'on a quelques transports mécaniques avec les pick-up, etc. Donc, moins de transport de charge. Mais ça reste qu'on est à 100 mètres ou proche du même objectif que la Aconcagua. Donc, ça reste que ça, c'est très engageant au niveau de l'acclimatation. Puis, on est plus dans une mosaïque de variété de paysages. Donc, ça, c'est un avantage peut-être par rapport à la Aconcagua. Et c'est le plus haut sommet volcanique de la planète. Donc, ça peut donner un angle. Prochain départ, et ça aussi, c'est un grand retour sur le Roche et Caravanier, donc 6 novembre 2023. C'est un rendez-vous. On veut vraiment qu'il voit le jour cette année. Puis Marie-Josée est vraiment motivée pour y aller. Fait que voilà. Donc, je finis avec ce petit branding. Alors, on va prendre vos questions. Merci d'avoir écouté tout ce qu'on avait à dire. Je vous répète que je vais arrêter le partage. Où suis-je? Donc, je vous répète que le Méropix, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez nous écrire. Mariana, es-tu capable de mettre nos adresses courriel? Oui, je ne sais pas où, mais je vais les mettre. sinon, quand vous allez sur les pages voyage montagne, vous allez voir nos visages, puis vous pouvez nous écrire. Donc, si vous voulez de l'info par rapport au Méropix, je vous enverrai le lien de YouTube d'il y a 2 semaines, puis ça va être top. Puis sinon, ouais, n'hésitez pas pour plus de questions. Nathalie Couture va te voir demain à 13h15, Mariana. Donc, n'hésitez pas vraiment. On peut se fixer un rendez-vous téléphonique parce qu'on veut parler au monde, on veut savoir c'est quoi vos motivations, on veut savoir pourquoi vous allez là, on va être sûr d'avoir du monde qui sont à la bonne place. Fait que voilà. Oui, merci d'être ici ce soir avec nous. Puis j'ai mis mon adresse ici en bas. Tu as réussi, bravo. Mais vous pouvez toujours communiquer avec nous par téléphone. Merci encore. Puis on vous souhaite des belles aventures pour cette année. Hein? Claro que si. Bonne soirée. Merci. Je vais rester un petit peu juste pour voir s'il y a d'autres questions. OK. Merci, Benoît. Oui, merci à tous. Il y avait plein de monde. Merci, c'est chouette. Bon, merci, Mariana. À demain. À demain. Buenas noches. Buenas noches.